solliciter la présence à nos côtés de Patrice Glou. Il est commerçant à Quimper et là encore, il mérite vos applaudissements parce qu'il va témoigner de la façon dont il a affronté cette crise de la Covid-19 que nous avons vécue. Bienvenue, installez-vous. Alors, vous aurez noté, oui, ah ben voilà, merci infiniment Patrice, vous avez bien compris le principe. Vous aurez noté que nous gardons les distanciations physiques, donc vous êtes à titre temporaire relevé de votre vœu de garder votre masque. Pour parler, vous pouvez l'enlever dès maintenant. Ensuite, j'aimerais que vienne nous rejoindre sur cette scène Erwan Lair, le directeur du CESIM Brest. Erwan Lair qui est là et qui s'approche, lui aussi très applaudi, parce que vraiment il faut l'encourager. Vous aussi, vous occupez l'espace qui vous convient. Ah ben, c'est encore plus technique, regardez, c'est ça, on ne touche plus à la pipette, on y touche avec le coude. Dernière des intervenantes à notre table ronde, et pas des moindres, voici Estelle Maillard, qui est co-gérante de Calieco. Bienvenue, Estelle Maillard. Voilà, vous aussi, petite friction au passage. Voilà, chacun est installé, chacun va l'être très bientôt. Attention pour enlever le masque, top départ. Nous avons tous ceux présents ici et une partie du monde, la totalité du monde, eu à affronter une grave crise sanitaire au début de cette année. Comment vous l'avez affronté? Alors Christelle Collet, on a un peu compris ce que vous nous l'avez dit tout à l'heure, mais comment chacun des intervenants ici présents ont affronté cette crise? Nous verrons après comment vous y avez répondu et quels enseignements on peut en tirer par l'avenir. Qui commence? Alors c'est un peu égal. Honneur ladies first. Si vous voulez bien commencer, Estelle. Oui, commencez par vous présenter peut-être d'abord, c'est la première chose. Très bien, je pense. Et présenter votre société. Bonjour à tous et merci de nous donner la parole. C'est toujours important de pouvoir témoigner de ce qu'on a vécu. Donc Estelle Maillard, co-gérante de la société Calieco. On est une entreprise bretonne familiale qui existe depuis 12 ans. On est implanté en Bretagne sur 6 agences, donc 2 dans le Finistère, 3 dans le Morbihan et 1 en Ille-et-Vilaine. On a 35 salariés. Et aujourd'hui, on installe en SPU, je n'ai pas précisé, on est spécialiste... vous l'aurez demandé, ne vous inquiétez pas Estelle. On est spécialiste sur le chauffage bois et granulés de bois, principalement. Donc on vend et on installe des poêles, des inserts et des cuisinières. Et on a aujourd'hui 5000 clients installés en Bretagne et on s'occupe pour ces 5000 clients de tous les contrats de maintenance des appareils. Voilà, pour résumer. Très bien. Alors, comment on a vécu cette crise? Déjà, on l'a vécu très précocement parce qu'en fait, notre fournisseur principal est italien. Donc, on avait un salon professionnel à Vérone mi-février. Et quand on est revenu du salon, donc on a quitté la Lombardie, et là, on nous a dit tout de suite, il faut vous confiner, vous avez le droit à 14 jours de quatorzaine, voilà, puisqu'on était potentiellement... infectés de ce Covid qu'on ne connaissait pas encore très bien en France à ce moment-là. C'était à quelle période ça? Donc ça, c'était le 20 février. Donc on est revenu le 24. Voilà. Et du coup, on a pris très vite conscience des impacts que ça pouvait avoir dans un futur très proche. Et on a eu aussi très vite en fait, des ruptures de stock, puisque notre fournisseur italien lui a été fermé dès le 25 février. Ce qui fait que dès le 10 mars, on a commencé à prendre des mesures de demande d'activité partielle, de chômage partiel. Voilà, on avait décidé du coup de déjà réduire l'activité à 50%, donc avant la décision du confinement. Et quand la décision donc, est arrivée du confinement le 16 mars, on a décidé de fermer l'entreprise, voilà, tout simplement, jusqu'au 11 mai. Pendant toute cette période-là, vous n'avez pas eu d'activité dans l'entreprise? Non, non. Alors, pour l'activité commerciale, déjà, c'était une évidence puisqu'on ne faisait pas partie des activités essentielles. Après, pour l'activité technique, c'était très compliqué de maintenir une activité parce qu'à l'époque, on n'avait pas les protocoles sanitaires d'intervention en place. Ensuite, on avait une très grosse difficulté pour s'approvisionner en équipement de protection. Voilà. Je pense que la priorité, enfin, on a pensé en tout cas que la priorité était que déjà les soignants présents aujourd'hui s'équipent de ces équipements plutôt que nous. Et le télétravail, en fait, dans nos équipes, est très compliqué. Donc, on peut avoir 1 ou 2 postes en télétravail, mais pas plus. Voilà.
Donc par contre, on a mis en place et on a utilisé tous les leviers mis à disposition par l'État, qui étaient quand même très importants. Donc tout ce qui est report d'échéances d'emprunt, le gel du versement des cotisations sociales, qu'est-ce qu'on a, les prêts garantis par l'État. Enfin voilà, on a tout utilisé, le dispositif complet, et donc on est toujours là. Estelle Maillard, nous sommes le 11 mai. Un petit peu avant, parce que pour avant. ouvrir le 11 mai, ça se préparait. Après 2 mois d'interruption, il a fallu remettre la machine en route, je dirais fin avril. Déjà commencer à y penser très sérieusement fin avril, puisque pour pouvoir redémarrer, il a fallu rédiger un plan de continuité de l'entreprise. Donc on a contacté la médecine du travail, il fallait rédiger les protocoles d'intervention. Notre métier, c'est d'intervenir chez le particulier, que ce soit pour un rendez-vous client ou pour faire l'entretien ou la pose d'un poêle. Donc il fallait être sûr qu'on ne propage pas le virus ou qu'on ne contamine pas nos collaborateurs. Enfin, voilà. Donc tous ces protocoles-là étaient à écrire, donc il a fallu quand même aller très vite. Surtout que ce qui était un peu déstabilisant, c'est qu'on n'avait pas de réelle confirmation. Donc, je crois que la réelle confirmation, c'était le 8 mai, qu'on pouvait réouvrir le 11 mai. Donc voilà, c'était un peu déstabilisant, même très. Et donc, on a rédigé tout ça, et le 11 mai, on a réouvert, mais très prudemment. On a d'abord décidé d'aller vers une ouverture à 50% de nos effectifs, parce qu'on ne savait absolument pas comment le contexte sanitaire allait évoluer, et on ne savait pas comment les clients allaient recevoir nos collaborateurs, ni au niveau client, enfin, ni au niveau rendez-vous client, ni au niveau installation. Donc du coup, on a préféré être prudent, 50%, et on s'est adapté, je dirais, aux contraintes familiales de chacun. Et c'est là qu'a commencé à apparaître un vrai problème, c'est qu'on a plusieurs collaborateurs avec des enfants en bas âge, et qui donc, ces fameux enfants n'avaient pas d'école, ce qui n'arrive jamais normalement. Enfin, voilà. Ou alors, quand il n'y a pas d'école, il y a une organisation qui est mise en place, c'est prévu, etc. Il y a éventuellement les grands-parents, mais là, les grands-parents, pareil, c'était compliqué. Et donc, au bout de 15 jours, on a quand même, enfin un peu avant, au bout d'une dizaine de jours, on a vu que le contexte sanitaire était bon, donc on pouvait envisager une ouverture à 100%. Mais on n'avait pas les ressources en hommes, je dirais, présentes à 100%, puisque les enfants étaient devenus un problème. Voilà. Et là, du coup, c'est l'idée qui a émergé de se dire, déjà, il fallait qu'on trouve une solution, parce que c'était pas viable, on ne pouvait pas tenir l'entreprise avec 50% d'activité. Donc, il fallait trouver une solution. Et là, on s'est dit, pourquoi pas créer une sorte de garderie temporaire d'entreprise le temps que l'école et que les centres aérés d'été se mettent en place. Bon. Donc, l'idée était belle. Par contre, la mise en place, voilà, ça a été un peu compliqué, surtout qu'il fallait mettre en place quelque chose de nouveau, donc l'inventer, le mettre en place, c'était un concept complètement nouveau, et tout ça en un temps record, puisqu'on était le 26 mai, donc pour que quelque chose en vaille la peine, il fallait que début juin, ce soit en place. Donc sachant que bien sûr, on n'a pas d'animateur de centre aéré dans nos équipes, accessoirement parlant. Donc déjà, c'était le premier point bloquant. Bon, alors on a pris le téléphone. Donc Marc Simon, qui est gérant avec moi, a pris son téléphone aussi, a appelé notamment la mairie d'Hennebont. Donc je remercie encore le maire d'Hennebont, Monsieur Artereau, et son premier adjoint, Monsieur Lelibou, qui nous ont tout de suite épaulés. Et eux, leur proposition, ça a été de nous mettre à disposition gratuitement un local. C'est un local de la mairie qui est habituellement utilisé pour des centres aérés et qui là pouvait donc accueillir nos enfants, on va dire nos enfants. Et donc voilà, ceci étant dit, ils nous ont aussi aidés pour tout le côté administratif, puisqu'il fallait qu'on ait des accords de la direction départementale de la cohésion sociale. Voilà, un organisme que je ne connaissais pas non plus. Donc tout ça, ce qui est assez hallucinant, c'est que ça s'est passé en l'espace de 2 ou 3 jours. Hein. Donc il a fallu vraiment monter un dossier très rapidement. Et on a eu l'accord, voilà, on était assuré qu'on respectait bien la réglementation en vigueur pour l'accueil des enfants mineurs. On nous a transmis le protocole sanitaire à appliquer aussi.
On a lancé un appel sur les réseaux sociaux pour recruter notre animateur et ça, on a vraiment réussi à le faire grâce à tout le réseau associatif qui est autour de nous. C'est vrai qu'on est partenaire depuis très longtemps des clubs de hand, foot, basket locaux et ils ont diffusé cette annonce sur toute leur communauté, on va dire, sur toute leur communauté et dès le lendemain, on avait une candidature, enfin on avait plusieurs candidatures, mais en tout cas, on a trouvé en l'espace d'une journée on a trouvé notre animateur, donc un Nbontais en plus, donc voilà, c'était parfait. Et donc, on a pu vraiment envisager cette mise en place. Donc, le centre a ouvert le 10 juin. Avec et il a duré 4 semaines. Donc, il y avait 6 enfants qui avaient entre 6 et 10 ans. Okay. Voilà. Donc, qui ont été accueillis pendant 4 semaines. Les enfants ont été ravis parce qu'ils ont retrouvé un lien social avec d'autres enfants. C'est vrai que je pense que ça leur manquait. Les parents, je pense qu'ils étaient contents de larguer, entre guillemets, je parle poliment, mais leurs enfants, parce que pour certains, on a pas mal de familles monoparentales et je pense que les 2 mois de confinement ont été assez difficiles pour certaines personnes. Donc, ils étaient aussi ravis de revenir travailler à 100%. L'entreprise a pu assumer ses chantiers. Et moi, je suis devenue directrice de centre aéré. Voilà. On peut vous applaudir. On verra ultérieurement les leçons que vous en avez tirées et comment aujourd'hui, est-ce que ce centre de loisirs sans hébergement existe encore ou s'il n'existe plus. Là encore. Et donc du coup, nous allons passer à la 3e phase de vos témoignages, c'est-à-dire quel enseignement on tire de ces événements, comment on se remet au travail, comment on envisage le futur à partir de ce qu'on a vécu et qui est devenu ce CLSH, Centre de loisirs sans hébergement. Alors bon, il a fermé ses portes à la fin au début des vacances scolaires, voilà, le 4 juillet. Il n'a pas réouvert en septembre puisqu'on est chanceux, les écoles sont ouvertes. Voilà, après, c'est vrai que c'était un projet qu'on savait de toute façon dès le départ temporaire, puisque on espère en tout cas qu'on ne se retrouvera pas dans ce genre de situation dans quelques semaines ou quelques mois, on croise les doigts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si jamais le cas se représentait, tous nos collaborateurs ont aussi, je dirais déjà un modèle, parce que là, ce projet a été l'idée par nous, mais il pourrait aussi très bien être l'idée par le délégué du personnel, ou voilà, on peut apporter notre soutien financier, mais que ce soit les salariés qui mettent en place ce projet, ce qui nous libère un peu de temps, parce que ça a été quand même très chronophage, cette histoire. Mais bon, c'était une très belle aventure, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça montre qu'il faut, en temps de crise, savoir s'adapter très 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 vite. Je rejoins Madame Pénicaud sur ce qu'elle disait en début d'intervention. Il faut s'adapter très vite et il faut tout de suite envisager des situations de sortie de crise en impliquant au maximum les collaborateurs quand c'est possible. Et ça a aussi mis vraiment en avant le fait qu'il était hyper important d'être très impliqué dans la vie locale, puisque tout ce qu'on a mis en place a pu être fait grâce à tout notre réseau social. Donc je dirais que l'engagement sociétal qu'on a depuis de nombreuses années, aujourd'hui on a eu un retour immédiat sur cet investissement, qui est un investissement financier mais qui est aussi un investissement personnel, puisqu'on va à nombreux événements de ces associations. Et donc ça a été une satisfaction autant professionnelle que personnelle, je dirais. Donc l'implication locale, très importante, d'être bien intégré dans son territoire. L'importance de tout l'aspect digital aussi, parce que la rapidité aujourd'hui passe forcément par le digital. Donc je ne l'ai pas évoqué, mais le contact avec nos collaborateurs, on l'a maintenu pendant toute la période du confinement aussi grâce à des réseaux de discussion WhatsApp, etc. Donc c'était quand même intéressant de ne pas perdre ce lien social qui est important pour tout le monde. Et je dirais que voilà, c'était une belle aventure et j'espère en tout cas qu'on n'aura pas à revivre quand même les mêmes moments et voilà, on croise les doigts pour l'avenir. Oui.
à aucun moment vous n'avez été tenté de contacter d'autres entreprises dans votre bassin d'activité, ou est-ce que vous avez été contacté par d'autres entreprises qu'on dit on pourrait partager, on pourrait mettre en commun, on pourrait mutualiser? Non, ça a été évoqué dès le départ du projet. Parce que effectivement, bon, en plus on avait Vous un n'étiez local évidemment très pas la grand. seule, vous n'étiez pas la seule On entreprise n'était à pas la pacter comme ça. seule. On avait un local, je dirais, de 300 mètres carrés pour accueillir 6 enfants. Donc on était Il y très avait de très quoi large. faire. La distanciation sociale, il n'y avait aucun problème. Non, la difficulté, c'est le montage des dossiers administratifs, c'est-à-dire qu'on a été très vite limité en termes de nombre d'enfants, puisque si on était au-delà de 6, il fallait 2 animateurs. Et après, au-delà de 6 et en dessous d'un certain âge, il fallait aussi un accord de la médecine, de la PMI, en fait, médecine de protection à l'enfance, qui est logique. Hein. Donc voilà, il y avait un certain nombre de contraintes en termes de nombre d'enfants accueillis pour que ça puisse se mettre rapidement en place. Donc le faire avec une autre entreprise, ça aurait mis 2 mois, quoi, au lieu de 5 jours. Parce qu'avant d'ouvrir, il a fallu désinfecter le local, préparer les équipements, désinfecter les équipements. Enfin, je vous passe tous les détails, mais ça a été un peu laborieux. Donc, je dirais que ça aurait été compliqué d'intégrer une autre entreprise à ce projet, en tout cas à ce moment-là. Par contre, si c'était à refaire, on aurait peut-être un peu plus de temps pour pouvoir le faire, effectivement.